Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie, de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Je suis Matt, créateur de podcasts et Apple enthousiaste, et je suis accompagné, comme à l'habitude, d'Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt, écoute, ça va, je sors d'un Covid là, j'ai juste récupéré ma voix pour enregistrer. Ça n'a pas été facile, mais me revoilà. Ça n'a pas été trop dur, c'est le variant, c'est quel variant là? Ah je sais pas, mais 8-10 jours vraiment malade, donc c'était un peu long. Et ça m'a fait du repos forcé. On va le prendre ça comme ça. Ben oui, effectivement. Ouais. Dans les rappels de début d'émission, on a un invité qu'on présentera un petit peu plus tard, mais dans les rappels de début d'émission, d'abord, on vous remercie pour tous les gens qui ont appuyé sur le gros bouton jaune qui nous aide à continuer en 2023 les 2 épisodes par mois comme on s'est promis ensemble, chaque auditeur. On va aussi vous remercier pour les beaux commentaires que vous avez au niveau de la plateforme Apple. On a des très beaux commentaires. D'ailleurs, on en a 2 aujourd'hui. Que Audrey, je vais te laisser lire le premier qui nous vient de Panaman 972. Alors, il nous dit « Meilleur podcast sur l'univers Apple. J'adore écouter ce podcast en voiture. Les épisodes autour des produits sont top et ceux sur ce qu'il y a autour de l'univers et de l'écosystème sont les meilleurs. Continuez sur ce chemin, il n'y a que du positif. Surtout que maintenant, vous passez à 2 épisodes par mois. Merci de votre temps, de votre expérience et de votre bonne humeur. » Merci beaucoup à toi, et j'avais complètement sacrifié ton nom, c'était Pandaman 972. Et quant à moi, je vais lire le commentaire de XG54, alors vous nous aidez beaucoup cette semaine avec vos noms. Super podcast, très vivant, j'adore, continuez comme ça, pouce en l'air. Écoute Audrey, ça fait toujours plaisir ces commentaires-là. Ouais, ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous mettre des bonnes notes, des 5 étoiles sur Apple Podcast. Donc, continuez comme ça. Et à la fin de l'épisode, on remerciera bien sûr tous ceux qui nous ont fait un don grâce au bouton jaune sur notre site applediff.com. Et on le rappelle, le don, c'est pas pour nous payer une Mercedes ou une Ferrari. C'est vraiment pour nous payer des choses concrètes pour pouvoir continuer à faire nos 2 podcasts. Et puis, peut-être moins travailler sur d'autres éléments qui nous donnaient de l'argent. Alors, c'est vraiment pour concrètement faire des épisodes et puis pour le plaisir d'enregistrer avec vous. On va passer à la section Quoi de neuf chez Apple, mais avant, on va introduire notre invité qui va, vous le découvrirez un peu plus tard, nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Goffin, ou Goffin, je ne sais pas comment il faut le prononcer, expert consultant en digital stratégie, concept design, conseil marketing digital d'entreprise et de marque. Il dit que, by the way, il dirige une chaîne YouTube, effectivement, et qu'il faut l'appeler Lord. Alors, bonjour Sébastien, le Lord Goffin. Exactement, ça se dit Goffin. C'est exactement ça. Bonjour tout le monde, je suis ravi de partager ce podcast avec vous aujourd'hui. Excellent. Effectivement, je suis Lord. Tu es Lord, mais est-ce que c'est ironique ou c'est vrai, t'es un Lord? Alors, je suis vraiment Lord parce que je suis propriétaire d'une parcelle de terrain en Écosse. Ok. Mais ça reste anecdotique parce que c'est des parcelles de terrain qui ont été donc vendues par Internet pour éviter les promoteurs immobiliers qui construisent sur ces endroits-là. Donc en fait, ils divisent des zones naturelles en plein de petits morceaux qui divisent à plein de propriétaires. Comme ça, si jamais quelqu'un veut tout racheter, c'est très compliqué. Donc, ça permet de protéger la nature. Alors, écoute, d'abord, 1, bravo. Puis 2, je suis impressionné. Premier Lord à faire un podcast avec moi. Toi, Audrey, de la royauté, des gens bien nés dans tes podcasts ou tes créations? Non, c'est la première fois aussi. Écoutez, je suis ravi d'être votre première fois. On va commencer avec quelques actualités du côté de chez Apple. Pas beaucoup, vous allez voir. On va aller rapidement à notre dossier. La première, Audrey, que tu as mis concerne peut-être un nouveau produit? Alors, je crois que c'est Sébastien qui a mis cette image. Donc, je vais le laisser nous dire ce qu'il veut sur ce fabuleux montage. Mais donc, apparemment, il y a des petites rumeurs qui sont en train de circuler sur Internet, comme quoi Apple lancerait bientôt un HomePod avec un écran. Et donc, personnellement, je suis un grand fan du HomePod et du HomePod mini, surtout pour
piloter ma domotique. Oui. Et je trouve l'idée d'un HomePod avec un écran assez intéressant. Voilà, donc je trouvais esthétique, je vais peut-être pas aller jusque-là, mais je trouvais l'idée assez pratique d'avoir un écran et d'avoir la possibilité d'avoir un petit écran déporté comme ça sur un HomePod. Je pense que ça peut être une bonne idée. En tout cas, moi, j'achèterais. Bon, évidemment, ce sont des rumeurs. Et puis, les images qui circulent, ben, évidemment, il n'y a encore rien de définitif. Effectivement, j'ai entendu parler de 2024 pour ce genre de produit-là. Moi, j'ai un petit peu de recul. Je vais vous partager un peu mon expérience. J'étais dans l'écosystème Amazon jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et chez Amazon, ça fait longtemps qu'il y a ce genre d'écran-là. Il y a aussi ça chez Google, dans les autres crèmeries. Et pour vrai, dans nos usages à la maison, on s'en est jamais servi de ces écrans-là. Ça peut être pratique dans une seule circonstance, je pense, chez Apple, et je vais être méchant. C'est qu'au niveau domotique, Alexa, c'est un peu une plaie. Alors, d'avoir un écran pour contrôler sa domotique à certains endroits, ça pourrait être Siri, ça peut être super intéressant, mais mon retour d'expérience par rapport à Alexa puis des écrans sur des assistants connectés comme ça, je pense qu'on préfère, en tous les cas, moi, ce qu'on a vu chez nous, c'est que ces écrans-là, personne allait les consulter. C'était même des fois désagréable parce que la nuit, l'écran était un petit peu trop allumé, fallait le régler. Bref, je suis impatient de voir ce genre de nouveaux produits-là. Peut-être que ça pourrait être des entrées de gamme pour des gens qui veulent faire de la visioconférence ou des trucs simples, effectivement. Je sais pas, toi, Audrey, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'à partir du moment où on a un HomePod mini, on a déjà un iPhone pour le configurer tout simplement ou même l'utiliser. Donc, je vois pas trop non plus l'intérêt d'encore ajouter un écran sur un produit comme ça, qui est une enceinte à la base, même si il fait concentrateur et tout ça, on en parlera après. Moi, personnellement, j'utilise très peu les fonctions tactiles du HomePod mini. On a le bouton volume plus moins où on peut l'arrêter, double taper, etc. C'est vrai que moi le HomePod mini c'est plutôt l'enceinte qui est dans un coin que je vais déclencher avec Siri, mais pas forcément en allant dessus pour appuyer dessus. Enfin je sais pas, c'est pas l'usage que j'en ai. Et je me dis, est-ce que si Apple avait voulu mettre un écran, ils en auraient pas mis un il y a 2-3 ans quand c'est sorti? Je sais pas. Pour moi, ça fait plus gadget qu'autre chose, mais bon, peut-être qu'on n'a pas des besoins, je sais pas, spécifiques à ça. À partir du moment où on a tous nos équipements, on a des écrans partout. Pour moi, ça ferait juste un écran en plus, mais bon, pourquoi pas. Peut-être aussi un autre retour d'expérience. J'avais, quand on a refait notre cuisine chez nous, j'avais acheté un Windows PC avec écran tactile pour le mettre dans la cuisine pour contrôler un peu, je sais pas, le divertissement, la musique et ces choses-là. Et on s'en est non plus jamais servi. Ce qui me fait dire qu'un écran à un endroit fixe, c'est d'après moi la fausse bonne idée. Surtout dans un contexte où on a des iPads, on a des iPhones maintenant. À suivre, peut-être que encore là, c'est un marché qui peut séduire des gens qui n'ont pas d'appareil ou très peu ou qui ont de la difficulté avec la voix. Peut-être qu'il y a des thématiques spécifiques que je ne connaîtrais pas. Toi, Sébastien, ça t'enthousiasme? T'as un certain attrait à ce produit-là. Pour quelle raison? Alors, je vais être super clair par rapport à ça. En fait, en vrai, j'ai des enfants qui n'ont pas de smartphone. OK. Et donc, du coup, les tablettes sont particulièrement sollicitées à la maison. Et donc, par exemple, pour faire la cuisine, ce serait pas mal de pouvoir suivre une recette sur ce petit écran ou par exemple, je travaille beaucoup avec tout ce qui est raccourci. J'ai fait énormément de recettes de cuisine à travers les raccourcis qui me permettent de définir, parce qu'il n'y a pas toujours le même nombre de personnes à la maison. Et donc, en fonction du nombre de personnes, il va aller le raccourci va recalculer les différentes quantités de viande, de pommes de terre, de pâtes, etc. pour les différents plats ou pour faire du pain ou des cookies, des choses comme ça. Et pour le coup, j'utilise mon téléphone pour ça aujourd'hui. Je pense qu'un petit HomePod avec un écran qui pourrait m'afficher les informations étape par étape, je pense que ça pourrait être intéressant. En tout cas, pour mon usage, intéressant. Parce que c'est toujours compliqué de trouver une tablette qui est libre à la maison à partir du moment où les enfants sont là.
Un monopole des enfants sur les tablettes. Excellent. À suivre. On va voir ça dans les prochains mois, peut-être années. Deuxième nouvelle. Alors, on en a parlé avec Guillaume Jette il y a 2 épisodes de ça, je pense, du casque de réalité augmentée, virtuelle, en tous les cas, d'un nouveau casque chez Apple. Une nouvelle qui est sortie du côté de chez du Financial Times, excusez-moi, j'ai de la misère à le prononcer, que le casque serait pas prêt, que Tim Cook met beaucoup de pression du côté des équipes pour le sortir quand même. J'ai publié ça sur Twitter. On a une réaction de Benjamin Vincent. Alors, j'ai vraiment de la difficulté à articuler aujourd'hui. Qui n'y croit pas une seconde. Qui, à 3 mois de la WWDC 2023, Tim Cook mettra tous les moyens pour être au rendez-vous. Il n'y a vraiment pas le choix et il me dit désolé. Alors, vous l'avez vu circuler cette actualité-là. Un produit chez Apple qui serait pas prêt mais qu'on va livrer quand même et puis sur lequel on a bypassé l'équipe design. Est-ce qu'on y croit? C'est une rumeur, d'après toi, Audrey? J'y crois pas trop, moi. À mon avis, il bosse dessus depuis plusieurs années et quand il va sortir, comme on l'a dit dans l'épisode dédié à ce casque, je pense que ça va être un produit... Enfin, ça va être la première version de ce produit, d'un nouveau produit. C'est pas comme s'il sortait un nouveau MacBook Air ou un nouvel iPad Pro, quoi. Là, c'est un tout nouveau produit qui va sortir chez Apple. Donc, à mon avis, non, je pense que ça, c'est de la rumeur pour faire du clic. Pour faire du buzz, moi, je pense que, à bien y réfléchir, peut-être que c'est vrai. Je me suis fait prendre. Sébastien, un avis là-dessus? Mon avis là-dessus, c'est que de toute façon, les développeurs vont avoir besoin d'un environnement et ce le plus tôt possible pour pouvoir développer des applications qui créeront, qui feront que ce casque est vraiment intéressant et utile. Donc, l'idée de sortir un casque pas prêt et pas designé pour les développeurs, why not? Ah, ok. J'avoue que ça peut être une façon de voir ça. Bon, très bien. Écoutez, on a terminé la partie actualité. On va aller dans le vif du sujet. Comme dit mon ami Guillaume, sans autre forme de procès, on va entrer dans le dossier HomeKit. Il y a quelques semaines, Audrey me dit « J'aimerais ça qu'on parle de HomeKit ». Et il y a aussi quelques semaines, Guillaume s'était proposé de nous parler de HomeKit et de domotique en général dans son histoire et dans tous ses produits. Audrey, c'était quoi ce besoin de parler d'HomeKit? Alors déjà on est avec Sébastien et pas avec Guillaume, mais je pense que oh là là, la journée bien chargée a été longue pour toi. Alors c'est pas grave, je pense que Sébastien va pas se vexer. Non, je ne me formalise pas. Alors moi je voulais parler d'HomeKit parce que déjà nos auditeurs nous ont demandé un épisode spécial HomeKit, ça fait longtemps qu'on nous le demande. Donc je pense qu'il était temps d'aborder ce sujet et moi je trouvais ça bien qu'on ait un invité parce que personnellement j'ai beaucoup de nuances à apporter à l'utilisation de la domotique, on en parlera après. Et donc je voulais bien sûr plutôt je pense que toi et moi, Matt, on préférait avoir un spécialiste ou du moins quelqu'un de très passionné pour nous parler d'HomeKit et de nous parler de toute façon de domotique, clairement à quoi ça sert, pourquoi on doit s'équiper. Il y a tellement de raisons. Il y a tellement de solutions aujourd'hui qu'on peut être un peu perdu. Donc, je trouvais ça bien de faire un bon dossier à ce sujet. Effectivement. Dans le dernière édition, en fait, de VVMac, ceux qui connaissent ça, c'est un magazine qui passe dédié à l'écosystème Apple. Ils ont fait aussi un dossier sur HomeKit. Effectivement, il y a beaucoup de sujets à aborder dans HomeKit. D'ores et déjà, d'entrée de jeu, c'est quoi HomeKit, Sébastien? Comment on pourrait résumer ça, HomeKit? Alors, HomeKit, c'est un protocole de connexion domotique, d'objets connectés, qui est propre à Apple, qui, depuis maintenant presque 2 ans, a été mis en open source et donc ouvert pour que tout le monde puisse voir comment ça fonctionne, et qui permet l'appairage rapide, en tout cas de manière simple, des outils qui font partie de l'écosystème. Alors, il a une pléthore d'avantages et la vraie raison pour laquelle moi je travaille avec... la raison, on va dire, consensuelle pour laquelle je travaille avec HomeKit, c'est parce que c'est pour moi l'environnement le plus protégé au niveau de la domotique, parce que l'ensemble des connexions sont cryptées. Même au tout début de HomeKit, il y avait l'obligation d'intégrer une puce spécifique
dans les objets connectés pour pouvoir rentrer dans le protocole HomeKit. Et donc du coup, ça permet, parce que bon, on parle quand même de son domicile. Donc chez moi, j'ai des caméras, j'ai des capteurs de mouvement, j'ai des lumières, j'ai énormément de choses qui pourraient permettre à des gens mal intentionnés d'avoir des informations particulièrement larges sur mon style et mon niveau de vie, ce que j'ai pas forcément envie. Et donc du coup, j'ai opté pour ce protocole parce qu'il était particulièrement sécurisé. Maintenant, la vraie raison derrière, c'est que depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais travaillé que avec des Mac, et ayant un papa dans le pré-presse. Donc du coup, ça m'est paru complètement logique et naturel d'utiliser HomeKit pour la gestion de ma maison connectée. Oui, c'est ça. Moi, je voulais d'abord revenir sur une définition générale, on va dire. HomeKit, c'est un protocole dédié à la domotique, mais la domotique, ça serait bien de revenir sur cette définition, c'est tout simplement la façon d'équiper notre maison d'objets intelligents et de pouvoir programmer, piloter tous ces objets, que ce soit des ampoules, des stores, des caméras, bref, tout ce qu'on peut désormais aujourd'hui trouver en version connectée. Donc tout ça, ça fait partie de la domotique. Et en effet, la domotique vue par Apple s'appelle HomeKit, avec un protocole spécifique et en effet qui est désormais ouvert à d'autres protocoles. Et on peut désormais, alors vous allez en parler mieux que moi, mais on peut avoir plusieurs protocoles de domotique et que tout fonctionne quand même ensemble. Ça s'est amélioré avec les années, mais c'est vrai qu'au départ, chacun est parti un peu avec son protocole propriétaire, on va dire, et du coup, il fallait s'équiper uniquement chez l'un ou chez l'autre, sinon ça créait des conflits où il fallait des ponts spécifiques. On va parler de tout ça, mais en tout cas, la domotique, globalement, c'est tout simplement d'équiper sa maison, puisque ça vient de domicile, d'équiper sa maison d'objets connectés. Et Apple prend quand même une belle place, j'ai l'impression, aujourd'hui, sur ce terrain-là. Est-ce que toi, Matt, tu es aussi équipé HomeKit comme Sébastien ou toi, je sais que tu vas dans d'autres crèmeries? Alors, oui, je vous l'ai dit, j'étais chez Alexa pendant plusieurs années. Mais à chaque fois que j'achetais un produit, je faisais toujours attention d'acheter un produit compatible HomeKit pour que éventuellement ça puisse parler à mon téléphone, à ma tablette. Et aussi parce que j'ai quand même une meilleure assurance et garantie au niveau de la sécurité. Vous vous en rappelez peut-être, mais il y a eu beaucoup de piratage au niveau des appareils de domotique par le passé. Il y a même eu des attaques spécifiques qui utilisaient les appareils de domotique pour simuler pour attaquer des cibles. Typiquement, il faut comprendre que un appareil technologique pour faire de la domotique, ça reste que ça ressemble à un ordinateur. Hein. C'est une puce, c'est un processeur, ça se connecte à Internet. Fait que donc, c'est un ordinateur. Faut en prendre soin un peu comme un ordinateur. Malheureusement, on peut pas mettre un antivirus. Fait que donc, comment on en prend soin en faisant attention avec qui on fait affaire. Et HomeKit, c'est quand même un gage de qualité. Alors, j'ai toujours fait attention d'avoir des produits qui étaient avec la certification HomeKit, la petite maison jaune, avec le sigle d'Apple, qui allait bien. Puis généralement, quand tu achètes un produit HomeKit, ça fonctionne de facto à 99,9% chez Google ou chez Amazon. Alors, moi, j'ai plusieurs équipements. Malheureusement, dans mon cas, ça prend des ponts. Comme tu l'as dit, c'est pas encore un univers très, très simple, tout ça, la domotique. Toi, Sébastien, est-ce que tu as le même avis par rapport à la simplicité des appareils ou... Alors en fait, ce qu'il faut comprendre dans la domotique, c'est qu'il y a des protocoles qu'on va appeler plus de plateformes. Donc on parle de HomeKit, Alexa, etc. Mais autour de ça viennent se greffer d'autres types d'écosystèmes. Donc je vais prendre l'exemple de Philips Hue, les ampoules connectées. Donc ces ampoules discutent entre elles dans un langage spécifique, ce qui est le Zigbee. Et ce n'est que le pont, donc le bridge, qui permet à l'ensemble de ces ampoules de pouvoir parler ensemble, qui lui va être connecté à HomeKit.
Et donc c'est souvent le cas, par exemple, donc chez moi j'ai du matériel Aqara par exemple. Aqara demande l'usage d'un pont Aqara. Ce pont Aqara est compatible HomeKit et donc l'ensemble des éléments connectés à mon pont Aqara se retrouvent dans HomeKit. De la même manière, mes Philips Hue connectés à leur pont et mon pont connecté à HomeKit me permettent d'avoir mes ampoules Philips Hue disponibles dans mon environnement HomeKit. Donc on va dire que j'ai d'autres types de produits comme Eve par exemple qui travaille avec le Bluetooth. Il n'a pas besoin de pont. Le pont c'est le concentrateur HomeKit. Donc le concentrateur HomeKit c'est ce qui permet à HomeKit de pouvoir discuter avec les objets connectés sans forcément qu'il y ait le propriétaire à la maison. Donc quand je suis à la maison, c'est mon téléphone qui va parler avec HomeKit et pas forcément avec mon concentrateur. À partir du moment où je suis à l'extérieur de mon domicile, si je n'ai pas de concentrateur, donc une Apple TV, un HomePod connecté sur mon réseau, je ne pourrais pas avoir accès à mon domicile. Donc c'est vraiment ce concentrateur que je vais appeler plateforme de domotique qui permet de regrouper l'ensemble des produits qui sont disponibles. Que ce soit des interrupteurs, des lumières, des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture de portes, des arrosages automatiques, des stores, des rideaux, des caméras, etc., etc. Donc, oui, il faut garder ça à l'esprit. Quand on dit c'est compatible HomeKit, en général, on parle d'un pont qui est compatible HomeKit et les devices de la marque vont se connecter au pont pour pouvoir parler avec HomeKit. Moi, j'avais une question. Avant de rentrer dans tous ces détails techniques, est-ce que vous pensez qu'il y a un véritable plus d'équiper son domicile avec cette technologie? Si on se replonge 15 ans avant, est-ce que aujourd'hui ça a simplifié votre vie? Est-ce que ça vous fait moins de tâches à faire? Qu'est-ce que ça a vraiment changé fondamentalement de vous équiper en domotique et en HomeKit? Sébastien, je vais te laisser la parole. Alors, moi, personnellement, je suis un contrôle fric. J'ai besoin de tout savoir et de tout connaître. Et j'ai un problème au niveau de l'anxiété. Je suis jamais vraiment sûr de si j'ai fait quelque chose ou pas. Donc, il m'est déjà arrivé, il y a plusieurs années, de faire demi-tour après une demi-heure, 3/4 d'heure de route pour vérifier si j'avais bel et bien éteint les lumières et fermé la porte. Mmh. C'est des choses qui me sont arrivées. Donc à ce niveau-là, moi personnellement, ça m'apaise énormément de pouvoir être sûr qu'à partir du moment où je quitte mon domicile, l'ensemble des choses à faire, que ce soit couper le chauffage, fermer les stores, mettre l'alarme, verrouiller la porte, fermer les rideaux, etc., que tout ça soit pris en charge, que je puisse le sortir de mon esprit et que je puisse utiliser mon esprit, ou en tout cas mon esprit et ma mémoire et mon, on va dire, mon intellect à d'autres choses que ça. Donc ça m'enlève un énorme poids. Ça, c'est par rapport à moi personnellement. D'un autre côté, je fais énormément d'économies d'énergie grâce à ça. Parce que j'ai plus jamais le chauffage qui est allumé, il y a plus jamais une lumière qui est allumée. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît bien. À partir du moment où on a des enfants, la lumière de la toilette, elle est plus jamais éteinte. Et c'est bien dommage, parce que on passe moins de temps à la toilette que dans la toilette. Enfin, on passe moins de temps dans la toilette que ailleurs que dans la maison. Donc du coup, la lumière est allumée pour vraiment pas grand-chose. Donc c'est vraiment un des tout premiers trucs que j'ai domotisé chez moi, c'est la lumière dans les toilettes. Et donc du coup, oui, la lumière ne reste plus allumée dans les toilettes. Alors après, il y a aussi un côté confortable, parce que la lumière va s'allumer toute seule. Moi, j'ai poussé le bouchon un peu loin, et en fonction de l'heure de la journée, de la position du soleil, la couleur et l'intensité sera pas forcément la même. Ça, c'est propre à moi, j'aime bien aller loin dans les choses, mais ça me permet, sécuritairement parlant, je suis assez apaisé, parce que je suis informé, j'aurais une fuite d'eau, je serais informé instantanément. La vanne d'accès d'eau de ma maison va être fermée automatiquement de manière à ce que s'il y avait vraiment de l'eau qui coule, il y a plus d'eau qui va arriver, en tout cas jusqu'à ce que je rentre à la maison. S'il y a de la fumée, s'il y a du CO, je vais être prévenu, que je sois à la maison ou pas à la maison, par des alarmes sonores, des notifications sur mon smartphone. Si quelqu'un rentre chez moi et que j'y suis pas, l'alarme va se déclencher, je vais recevoir des notifications, des images. Ça a un côté vraiment rassurant. Et donc c'est ces 3 points-là qui pour moi sont les 3 gros piliers de la domotique. C'est la sécurité, le confort et les économies.
Donc pour moi, oui, il y a un vrai, enfin, ça m'aide beaucoup au quotidien, ça m'apaise essentiellement, et ça me permet de penser à d'autres choses, de passer plus de temps, et puis de pas enguirlander mes enfants parce qu'ils ont oublié d'éteindre la lumière dans leur chambre en partant, et que quand je rentre après du bureau, je me rends compte que c'est Versailles à la maison et que tout le monde a laissé toutes les lumières allumées. C'est toujours un peu casse-pied, voilà. Ouais, tu parles d'économie, puis ici, on a l'équivalent d'EDF que vous avez en France. Là, on a une espèce de monopole, pas une espèce, on a un monopole énergétique au niveau de l'électricité, ça s'appelle Hydro-Québec. Et ils ont lancé une filiale il y a quelques années maintenant, ça s'appelle ILO. Et cette compagnie-là, ILO, H-I-L-O, se spécialise dans la domotique, justement, pour des raisons d'écologie. Typiquement, moi, j'ai installé dans ma maison des éléments pour contrôler le chauffage, et puis automatiquement, la compagnie ILO offre des jeux. Ils appellent ça des jeux, c'est des événements qu'ils font quand il y a des grands froids. Ils vont parce qu'il y a une grosse demande énergétique dans ces périodes-là. Alors, quand il y a des grands froids, ils vont baisser de quelques degrés des endroits de la maison prédéterminés à l'avance pour pouvoir redonner de la capacité au réseau. Alors, au niveau énergétique, ça peut aider aussi, puis énergétique, mais économie, mais au niveau écologie aussi. Typiquement, si vous avez des stores qui se baissent automatiquement quand il y a trop de chaleur, quand le soleil plombe trop, ça fait des gains aussi au niveau de l'écologie, parce que vous n'allez pas allumer l'air climatisé, par exemple, ou des ventilateurs. Alors, l'économie, ça se traduit aussi des fois en économie monétaire, mais c'est aussi au niveau écologique. Fait il y a ces trois raisons-là. Je rejoins beaucoup Sébastien, la sécurité, des caméras de surveillance avec HomeKit, c'est super intéressant de pouvoir ouvrir son iPhone dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant la porte de la maison pour voir si c'est un livreur d'Amazon, par exemple, si c'est ton enfant qui rentre à la maison, si c'est un voleur, tout bonnement. Le confort, tu l'as dit, Sébastien, c'est indéniable. Là, on est de plus en plus paresseux. Les technologies nous aident, elles l'aident de plus en plus, que ce soit pour les lumières, ces choses-là. Puis moi, j'ajouterais l'écologie. Toi, t'as mis économie, moi, j'ajouterais l'aspect écologique de la chose. Est-ce qu'on t'a convaincu, Audrey? Je suis un peu réticente. Moi, j'ai quelques... Alors, autant il y a des usages que je trouve géniaux. Par exemple, moi, j'habite à la campagne. Jusqu'à très récemment, j'avais pas d'éclairage public près de ma maison, donc dès qu'il faisait nuit, on était vraiment dans le noir complet. Et quand on arrivait en voiture, quand on revenait de l'extérieur, on arrivait en voiture, on devait traverser toute la cour pour pouvoir rentrer et allumer. Mais clairement, on rentrait dans le noir, donc on sortait le téléphone avec la lampe de poche. Bref, c'était pas terrible. Donc j'ai mis un interrupteur connecté sur les lampes qui sont installés à l'extérieur, et j'ai fait une petite automatisation. Donc dès qu'on arrive à 100 mètres de la maison, les lumières s'allument au coucher du soleil. Donc ça, c'est vraiment un usage qui est génial, parce qu'en fait on se pose plus la question, on se rend même plus compte que quand on arrive c'est allumé, alors qu'avant on galérait clairement l'hiver sous la pluie pour arriver à la maison. Donc ça, c'est vraiment un usage que je trouve hyper intéressant. Moi, j'ai un peu peur de l'effet Wall-E. Vous avez certainement vu le dessin animé où les humains sont des gros tas sur un fauteuil volant, et en gros, ils dirigent tout depuis leur écran et ne font plus rien du tout. Donc moi, il y a cette dérive-là qui m'inquiète un peu, notamment aussi chez les personnes plus âgées, parce que je connaissais une vieille dame qui avait 90 ans et qui bougeait plus beaucoup, mais tous les jours, tous les matins, tous les soirs, elle allait ouvrir ses volets. Et semblant de rien, cette mini-activité, ça permettait quand même, ça lui permettait de bouger un petit peu, de prendre l'air, des choses toutes simples. Et je me dis que si tout avait été automatisé avec des volets, des stores, etc., connectés, elle en aurait fait encore moins que le minimum. Donc moi, vous savez que j'adore la technologie, mais je suis toujours un peu méfiante et un peu à remettre les choses en question. Tu vois, tout à l'heure, Sébastien, quand tu dis les enfants, ils éteignent pas la lumière des toilettes. Donc, en fait, la solution, c'est de mettre alors je sais pas si c'est un programme ou un détecteur de présence ou quoi, mais
pour moi, c'est un problème parce qu'en fait, les enfants, faut qu'ils apprennent à éteindre une lumière et à éteindre un robinet. Et enfin, en fait, voilà, pour moi, j'ai un peu peur des dérives, mais j'ai bien conscience aussi que la domotique aide un grand nombre de gens en difficulté physique ou handicapés, tout simplement, parce que je pense qu'à la base, la domotique, ça a été créé pour ça. Mais voilà, moi, je suis toujours un peu méfiante, hein. Je suis un peu esprit Black Mirror à avoir toujours le côté le plus sombre de ce genre de technologie, mais je suis ravie d'entendre Sébastien quand tu nous dis que ça te rassure, que tu es quelqu'un d'anxieux et que du coup le fait de pouvoir vérifier si telle fenêtre est fermée ou si tel radiateur est éteint, je trouve ça génial pour dans ce cas-là. Voilà, comme le dit Mathieu, j'espère que ça va pas juste rendre les gens encore plus fainéants en sachant qu'on est de moins en moins actifs et de plus en plus collés à nos écrans. Donc voilà, soyons quand même vigilants. Mais après, on va revenir sur le côté technique de HomeKit et c'est vrai que c'est incroyable tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec tous ces objets connectés. Alors, je suis assez d'accord avec toi, mais je voudrais apporter un bémol à ton discours, qui est que je suis pas sûr que ça rende particulièrement les gens fainéants. J'aurais plus tendance à imaginer que ça laisse la possibilité aux gens de faire d'autres choses. Alors bon, pour l'exemple de la petite madame qui effectivement trouvait son exercice physique dans le fait d'aller ouvrir ses volets et que si elle n'avait pas eu ses volets, elle n'aurait rien fait. Effectivement, là, la domotique ne va pas aller dans son sens. Mais par contre, ça lui permettrait à elle de, si elle avait besoin de cette énergie pour faire autre chose, je sais pas, de la poterie ou quelque chose comme ça, de ne pas gaspiller son énergie à aller ouvrir ses volets, mais plutôt de l'utiliser pour faire quelque chose qui lui apporte peut-être un peu plus de plaisir que juste ouvrir et fermer les volets. C'est un peu comme, on a très souvent peur des nouvelles technologies. Il me semble avoir eu cette discussion-là avec toi, Audrey, pour l'Apple Watch avant. T'avais certaines craintes. Maintenant, tu l'as utilisé, puis tu le comprends un peu plus. En tous les cas, j'espère que ça va bien avec ton Apple Watch. Mais on a un peu souvent ces réflexes-là avec les nouvelles technologies. Là, je vois les gens s'énerver avec ChatGPT, l'intelligence artificielle. Pourtant, quand les calculatrices sont arrivées, on était bien content qu'elles arrivent et certaines personnes disaient, on va devenir ci, on va devenir ça. Je pense qu'il faut laisser le temps de comprendre une technologie sans nécessairement la penser à mal. Ouais, c'est ça, sans forcément la justifier et penser à mal tout ce que ça pourrait nous retirer, plus voir tout ce qu'on pourrait gagner avec. Mais je suis assez d'accord avec toi qu'il y a certains éléments qui vont être un petit peu inutiles à automatiser. Si tu as un interrupteur à portée de la main, automatiser cet interrupteur-là, c'est un peu inutile. Je me souviens très bien que quand j'ai commencé à installer mes premières ampoules Philips Hue, et puis que ma copine allait à l'interrupteur et qu'elle éteignait les ampoules, ben là, toutes mes configurations étaient complètement perdues. Et puis, il y a un de mes amis qui regardait dans le coin de la porte mon désespoir en disant « Tu te rends compte que tu as essayé de régler un problème qui n'existait pas. » Ben oui, effectivement. Alors, Voilà, c'est un peu cet aspect-là que je... Alors, excuse-moi, je te coupe, mais c'est pas de la peur. Je veux dire, j'ai pas peur de la domotique, de la technologie. Au contraire, je pense qu'à notre époque, il faut, pour des gens qui travaillent, par exemple, toute la journée assis, je pense que c'est intéressant de se poser la question de est-ce qu'on peut pas se lever et prendre 2 minutes pour tout simplement se sortir la tête de son écran pour aller allumer une lumière. Moi, c'est juste ça, en fait, que je me pose comme question. C'est qu'à un moment, si on n'est pas fichu de se lever de son canapé pour allumer une lumière, je pense que physiquement, c'est pas bon. Je pense que mentalement, on a besoin de faire ce genre de choses, aller au fond du jardin, aller arroser ses tomates. Pour moi, ça fait partie de la vie. C'est quelque chose qui est fondamental dans notre équilibre, en fait. Donc, je ne suis pas du tout contre, puisque j'en ai chez moi et je pense parfois à m'équiper un peu plus. Mais voilà, par exemple... à moins d'avoir... En fait, tout est une question aussi de façon dont on vit. Si on se dit, 1 heure par jour, je vais dans mon jardin arroser mon potager, c'est mon petit moment de plaisir, voilà, je vais pas installer un système d'arrosage automatique. Donc, en fait, c'est super que ça existe, c'est super que ça réponde à des besoins et que ça rassure des gens. Et c'est pas mal aussi de se poser des questions face à ce qu'on ressent et à soi-même et à se dire...
ouais, peut-être que juste ce que j'ai, ça me suffit et que tout le reste, en fait, je peux le faire et je prends plaisir à le faire. Des fois, je me questionne, là, tout le temps qu'on gagne avec nos technologies, on le dépense à regarder du TikTok. Des fois, je me rends compte que le gain de productivité que j'essaye toujours d'avoir, je le dépense en absurdité. T'as raison, effectivement, il y a peut-être des fois où je pourrais tout simplement me lever, éteindre la lumière ou aller arroser le jardin plutôt que d'aller regarder du TikTok. En bout de ligne, ce serait peut-être beaucoup plus bénéfique pour moi. Ça, je suis totalement avec toi, effectivement. Ah, moi, je vais aller à l'encontre de ça. Moi, ça me libère du temps pour être avec mes enfants et avec oui. ma famille, en fait. Donc, pour donner l'exemple de l'arrosage, alors pour les tomates, je peux comprendre parce qu'effectivement, c'est intéressant d'aller voir les tomates et le fait qu'elles grandissent et d'y aller tout le temps et de créer un certain rituel autour de ça et une certaine quiétude à ce niveau-là. Pour donner l'exemple de chez moi, j'ai 145 mètres de haies de lierre qui sont exposées plein sud et que si je n'arrose pas tous les jours en été, ils meurent. J'avoue que j'ai autre chose à foutre que de passer 45 minutes tous les jours à aller arroser du lierre. Donc du coup, j'ai installé un arrosage automatique. Maintenant, si j'avais la chance d'avoir un potager, je pense pas que je l'automatiserais, mais je comprends cette démarche de vouloir se garder des choses, des événements de la vie non automatisés ou non autonomes qui permettent de créer effectivement des moments de décrochage des écrans ou de ces choses-là. Moi, j'avoue que je suis quand même quelqu'un qui fait pas mal de choses et donc du coup, j'aime bien avoir du temps en plus pour essayer de faire plus de choses. J'avoue ne pas être très attiré par... En fait, j'ai du mal avec TikTok et ce Infinity Scroll parce que je connais mon addiction. Et donc, je sais que si je commence sur TikTok, je peux y passer la journée sans m'en rendre compte. Donc, j'évite d'y aller. Et donc, mon temps gagné va plus me servir à découvrir des choses, à faire des lectures ou à regarder des vidéos instructives ou de prendre du temps à faire du bricolage ou des choses comme ça. Effectivement. On va résumer ça ainsi. Si vous avez des mauvaises habitudes, ça risque d'amplifier ces mauvaises habitudes-là. Si vous en avez des bonnes, ça risque de vous libérer plus de temps pour en avoir pour vous y consacrer. Audrey, est-ce qu'on parlerait un petit peu de HomeKit un petit peu plus technologique? Oui, bien sûr. J'ai fait un peu dévier la conversation, mais je trouvais ça intéressant de se poser ce genre de questions. Très intéressant. Tout à fait. Au niveau des principales caractéristiques, parce que on a parlé alors t'as parlé des communications entre appareils, entre ampoules, qui se parlent entre elles, ils utilisent un certain langage, puis pour pouvoir parler à HomeKit, des fois ça prend un traducteur, ce que t'as appelé le pont, le hub, mais des fois il y a des gens qui parlent complètement le HomeKit. C'est quoi les principales caractéristiques de HomeKit? Alors, les principales caractéristiques d'HomeKit, c'est qu'il utilise donc le Wi-Fi et le Bluetooth en connexion native. Et donc, d'où la création de Matter, mais on en parlera peut-être plus tard. Ses vrais avantages, c'est la sécurisation, l'encryptage de bout en bout de l'ensemble des données. Donc, il y a que les personnes qui sont acceptées dans l'écosystème. Alors, je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails avec le partage de tokens, les clés privées, clés publiques, etc. Maintenant, si ça vous intéresse, on peut le faire. Mais c'est vraiment un environnement qui est ultra sécurisé et qui va permettre à ces objets de parler entre eux sans que personne qui n'ait accès, même Apple, qui a été décidé par le propriétaire du domicile comme étant faisant partie du domicile ou en tout cas ayant accès à ce domicile ou en tout cas à l'interaction avec ce domicile, l'ensemble des données sont complètement cryptées. Donc ça, c'est encrypté, pardon. Donc du coup, moi, c'est un côté assez intéressant. Le fait qu'il utilise le Bluetooth, le Wi-Fi, c'est assez sympa. Il y a aussi, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais donc les fameuses puces qui ont été rajoutées dans les HomePod qui permettent de, quand on approche un device... NFC? Alors, c'est pas NFC. Ah, c'est la puce U1. Ah. Oui, voilà. La puce U1 fait partie aussi de ce protocole HomeKit qui permet de synchroniser, de pairer des choses, etc. Donc c'est quand même... Je trouve que c'est comme à chaque fois que Apple fait quelque chose, il le fait très bien. Bon, alors évidemment, il y a eu quelques petits couacs, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Matter au niveau de l'architecture de HomeKit. Mais dans l'absolu, je trouve que le produit est ultra abouti et vraiment très, très efficace.
en sachant que en plus de HomeKit, il y a Shortcut, qui est aussi un environnement qui est proposé par Apple et qui est intégré dans HomeKit. Donc, il permet de faire de la programmation en glisser-déposer de blocs et de créer des choses vraiment intelligentes. Donc, je donnais comme exemple tout à l'heure en fonction de la position du soleil, de l'heure de la journée, etc. Le système va choisir lui-même le type d'éclairage qui va être nécessaire. Et donc ça, c'est des choses qui sont faisables dans l'environnement HomeKit de manière assez simple, ou en tout cas moins compliquée que dans des Home Assistants où on rentre dans vraiment des choses où il faut être programmeur pour vraiment pouvoir développer des choses un petit peu intelligentes. Moi, c'est ça qui me plaît vraiment au niveau de HomeKit. Oui, c'est vrai que c'est vraiment très pratique d'avoir maintenant dans l'application maison, donc c'est l'application où on va gérer sa domotique sur son iPhone, son iPad ou son Mac. Dans l'application maison qui est déjà installée sur vos appareils, on a maintenant un bouton automatisation et on peut dire par exemple que telle lumière s'allume lorsque le soleil se couche et lorsque quelqu'un est à la maison et par exemple du lundi au mercredi. On peut tout programmer et c'est vrai que c'est à partir du moment où c'est même pas qu'on se penche dessus, c'est juste on se concentre un petit peu, on peut faire des choses vraiment qui paraissent dingues de façon hyper simple. Et moi aussi, c'est ce côté-là que j'adore dans l'application maison et chez Apple, c'est la simplicité avec laquelle on peut mettre en place des petits scénarios, des automatisations. Ça, c'est vraiment génial dans l'application maison et bien sûr dans l'application raccourci où là, on peut aller plus loin. Au niveau des ponts dont on a parlé, on appelle les termes concentrateurs. HomeKit, il y a un concentrateur aussi, et puis sans le savoir, c'est l'Apple Télé ou l'iPod, le HomePod, excusez-moi, qui fait office de concentrateur. C'est-à-dire que à distance, grâce à ces deux appareils-là qui sont à la maison, vous pouvez interagir avec des éléments qui sont chez vous. Typiquement, vous êtes au bureau, vous êtes au magasin, vous êtes en voiture et vous pouvez, grâce à vos concentrateurs, activer des lumières, activer des éléments de domotique qui sont compatibles HomeKit. Historiquement, il y avait l'iPad, je pense, Audrey, qui était concentrateur. Je pense qu'il a disparu, hein? Oui, c'est ça. Ouais. OK, alors j'ai fait une erreur dans les notes. Effectivement, alors il faut l'Apple Télé ou un HomePod pour pouvoir avoir un concentrateur. Et si vous ne l'avez pas, ça ne fonctionne tout simplement pas, la domotique à la maison, c'est ce que je comprends. Alors si, ça peut fonctionner. Donc la domotique à la maison, si on n'a pas de concentrateur, il n'y a pas de souci parce qu'avec le smartphone parle le HomeKit et va pouvoir parler avec le système. Mais par contre, pas possible de créer des automatismes. Donc les automatisations dont on parlait tout à l'heure, elles ne sont, en tout cas propres à la maison, ne sont réalisables qu'à partir du moment où on a des concentrateurs. Parce qu'effectivement, il faut que le concentrateur soit là pour déclencher l'automatisme. Donc effectivement, les automatismes sont liés à la présence de ce concentrateur HomeKit. Et c'est ce concentrateur HomeKit qui va se connecter aux différents ponts pour permettre à l'ensemble de l'écosystème de discuter entre eux. Toi, Audrey, à la maison, tu as dit que tu gardais certaines réserves par rapport aux produits, mais toi, tu as des lumières. Est-ce que tu as d'autres produits de domotique? Alors moi, je m'en sers surtout pour les lumières extérieures. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quelques ampoules connectées. Par souci d'économie, notamment dans mon bureau, je me suis dit, tiens, je vais remplacer mes ampoules par des ampoules LED. Donc j'en ai acheté une. Pour finir, j'ai pas été très ravie du produit. Je trouve que la lumière est pas terrible. Donc je l'ai mise dans le salon. Et par contre, j'ai quand même remplacé mes ampoules par des ampoules LED, mais non connectées. Je me suis dit, ça fait toujours ça d'économiser. Ouais. Donc on peut, voilà. Non, j'ai pas énormément de choses. Déjà parce que je vis avec quelqu'un qui voit pas trop l'intérêt, qui est un peu réfractaire à trop de technologie, donc je respecte ça. Et puis, par contre, quand je changerai un appareil, je me poserai la question de savoir si je le prends en version connectée ou pas. Il y a des choses qui sont intéressantes que des voisins ont, par exemple des Velux connectés qui vont s'ouvrir ou se fermer suivant la température de la pièce ou qui vont se fermer s'il se met à pleuvoir. Voilà, il y a des choses qui sont intéressantes si on n'est pas tout le temps disponible pour gérer ce genre de choses.
Et ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est le fait de pouvoir allumer une lumière à distance. Par exemple, si on est en vacances, on sait très bien qu'il y a des gens qui, pour éviter les cambriolages, ils vont laisser une lumière allumée tout le temps. Là, on peut éteindre, allumer à distance si on a un concentrateur. Donc, il y a quand même beaucoup d'usages et d'utilité très pratiques. Mais je suis pas hyper équipée, je l'avoue. T'as amené à un point qui est très important, là, Sébastien. Je veux devoir rebondir sur cet élément-là. Quand on est technophile et qu'on commence à se créer des trucs vraiment cool qui automatisent certains processus, comme, exemple, arroser des plantes qui nous puent au nez, comme tu as dit tantôt, c'est chouette quand t'es tout seul. Mais quand t'as plusieurs personnes dans la maison, moi, j'ai trouvé certaines limites. Je sais pas comment tu arrives à pallier à ça. Typiquement, moi, je sais comment allumer tel ou tel produit de domotique à la maison parce que j'ai le téléphone, parce que j'ai créé un raccourci. Mais c'est pas forcément évident pour le reste des gens dans la maison. Toi, comment tu arrives à pallier ça? Parce que dans les faits, ce que dit Audrey, c'est que d'une part, tu as la réticence à avoir trop de technologie. On la comprend là, philosophiquement. Mais il y a aussi le fait que, fonctionnellement, il faut bien que les gens utilisent ces produits-là et nécessairement, ça prend soit un téléphone, soit Siri, soit toutes sortes de trucs. Toi, comment tu arrives à pallier ça et à rendre ça un peu plus simple pour les gens d'accéder à la domotique que tu as comme imposé au reste de ta famille? Alors en vrai, j'ai la chance d'avoir une famille qui est ultra technophile. Ma femme est à fond dedans, etc. Mais la vraie, le vrai truc pour que ça marche pour tout le monde et que ce soit complètement transparent, c'est que j'utilise énormément de boutons. Donc mes interrupteurs, l'ensemble de mes interrupteurs sont toujours fonctionnels, mais ce sont des interrupteurs qui sont connectés sur HomeKit et qui sont des déclencheurs. Et donc quand les enfants rentrent, ils utilisent. Enfin, c'est pas vrai, parce que quand les enfants rentrent, la lumière s'allume toute seule maintenant que ma fille a un smartphone, mais les interrupteurs de la maison continuent à être utilisables. Et quand on utilise l'interrupteur de la maison, derrière la pression sur cet interrupteur, il y a tout un automatisme qui va regarder, comme j'expliquais tout à l'heure, la position du soleil, la luminosité dans la pièce, etc., pour pouvoir adapter la couleur et l'intensité de la lumière. Donc en fait, l'ensemble de la domotique est utilisable par des boutons, donc sans smartphone et sans la voix. Donc ça reste très similaire à un usage contemporain des interrupteurs dans les maisons de tout un chacun. Alors t'as réussi et donc, du coup, ça aide à l'intégration. Ouais, c'est ça. T'as réussi à fonctionnellement mettre un système en place pour qu'on n'ait pas nécessairement besoin de changer ses habitudes, de passer par un téléphone ou de passer par le concentrateur, le HomePod, c'est ça, hein, dans le fond. Exactement. J'ai même été même un cran plus loin. Dans l'ensemble de mes automatismes, j'ai un interrupteur virtuel qui s'appelle Smart House. Et si cet interrupteur est éteint, ça va juste faire le truc normal. Donc si on appuie sur un interrupteur, ça va allumer la lumière, et quand elle est allumée, quand on appuie dessus, ça va l'éteindre. Mais si Smart House est allumé, il va regarder, ok, est-ce que je fais pas mieux d'ouvrir le rideau plutôt que d'allumer la lumière en fonction de si c'est la journée ou pas, et la quantité de lumière qu'il y a à l'intérieur, etc., etc. Donc ça me permet d'une certaine manière de ne pas m'inquiéter du fait que ma mère viendrait garder le chien à la maison, par exemple. Okay. Même si ma maman mes parents ont aussi de la domotique chez eux et utilisent aussi de la domotique, donc l'exemple est pas bon, mais on va dire, prenons, c'est pas un bon exemple non plus, mais une babysitter pourrait assez facilement utiliser la domotique chez moi sans s'en rendre compte, quoi. Je me rends compte que tu es très, très avancé, mais c'est quand même un élément qu'il faut considérer avant l'achat, c'est-à-dire que l'adoption du milieu familial à cette nouvelle façon de procéder, moi, m'apparaît essentiel. Audrey, est-ce que tu penses que c'est un élément qu'il faut considérer aussi pour si on a à conseiller nos auditeurs? Disons que ce qui est bien déjà dans l'application maison, c'est qu'on peut définir qui va déclencher tel ou tel scénario ou telle automatisation. Donc moi, je trouve ça génial qu'on puisse dire, tous les gens qui sont connectés au réseau Wi-Fi peuvent, ou sinon que telle ou telle personne. Après, j'ai du mal à me projeter, pour tout te dire, parce que j'ai pas d'enfant et je sais pas trop, en fait. Je pense qu'il faut commencer petit à petit, en fait. Ouais.
voilà, je pense qu'il faut commencer par tout simplement une ampoule connectée. Se dire, est-ce que ça m'apporte quelque chose ? Oui, non. Et si oui, je vais continuer et puis je vais m'équiper de plus en plus. Le but, c'est pas non plus de se ruiner en équipement, parce qu'une ampoule connectée, c'est quand même... ça coûte combien ? Une vingtaine d'euros, donc c'est pas rien. Voilà, je pense qu'il faut commencer petit et progresser, et surtout commencer par ce qui est vraiment important, des choses qui nous posent problème. Il faut que ça résolve des problèmes, en fait. Pour moi, c'est ça le but de la domotique, c'est de résoudre des problèmes, des choses qui nous compliquent la vie, et se dire, avec cette solution-là, le problème est résolu. Comme moi avec mes lumières extérieures quand j'arrive et qu'il fait nuit. Voilà, ça a été la première raison qui m'a fait acheter un interrupteur connecté. Et pour l'instant, j'ai trouvé mon bonheur avec cet interrupteur connecté. Je trouve ça génial. Et je veux que ça reste à ce niveau-là, ce niveau de d'utilisation concrète et qui m'apporte quelque chose. OK, fait que moi, ce que je décode de ce que tu dis, en plus d'essayer d'avoir une adoption, en tout cas d'avoir des vrais interrupteurs, des vrais boutons, comme dit Sébastien, c'est de trouver un vrai usage concret plutôt que gadget, ou en tout cas, comme à chaque fois, c'est un élément qu'on dit et qui est important, faut vraiment vérifier si vous en avez besoin, vérifier ce que ça peut aider vraiment, sans vous jeter là-dedans, parce que vous risquez peut-être de ne pas aimer et peut-être de jeter l'argent par les fenêtres. Puis on va le rappeler aussi, ça reste des produits électroniques. Fait qu'il y a une certaine pénalité qu'on met sur la planète, encore une fois. C'est la carte de crédit qu'on remboursera pas. Alors, il faut faire attention à ces types de composants-là. Sébastien, toi, pour quelqu'un qui commencerait, puisqu'on est on se dirige vers la fin de l'épisode et on te réinvitera, je pense, pour parler plus spécifiquement de Matter et des protocoles. Mais pour quelqu'un qui veut commencer, le truc qu'Audrey a appris, c'est-à-dire d'y aller avec un besoin réel, un petit produit, est-ce que c'est le conseil, le bon conseil, en fait, que tu donnerais, toi? Alors effectivement, il faut toujours connaître avant de s'équiper, parce qu'effectivement, c'est assez cher. Donc celui qui va se dire, je mettrais bien des lumières connectées, et qui va chez Philips Hue et qui achète 50 ampoules pour remplacer tout chez lui, ça va vite lui coûter très très cher. Et puis si après il se rend compte que ça lui plaît pas, c'est un petit peu dommage. Donc je suis assez d'accord avec Audrey. Il faut découvrir et se rendre compte si c'est intéressant ou pas. Et effectivement, le plus important, c'est d'identifier ces problématiques. Moi, le premier objet connecté que j'ai acheté, c'est un Nest thermostat qui m'a permis, parce que j'ai toujours eu énormément de mal à programmer ces thermostats qui sont quand même assez rébarbatifs et qui sont pas très jolis. Et avec le Nest, ce que j'ai trouvé vraiment génial, et en fait ce que je trouve génial dans le concept des objets connectés, c'est cette intelligence. Donc le Nest qui va apprendre de l'usage et qui va créer on va dire cette espèce de schedule d'allumer éteindre, et qui va vérifier s'il y a quelqu'un à la maison, s'il y a personne à la maison, la température extérieure, qui va pouvoir moduler le niveau de chauffe de la chaudière pour faire des économies en fonction de la température qu'il y a à l'extérieur, etc. Moi, je trouve que c'est des outils, des produits qui sont intéressants à installer, même si on veut pas aller très très loin dans la domotique, parce qu'en fait, un thermostat connecté qui va être sûr que le chauffage est éteint à partir du moment où il y a personne à la maison. Économiquement, c'est intéressant. Écologiquement, c'est intéressant. Sécuritairement, c'est intéressant. Moi, je trouve que là, il y a effectivement un point où, si on arrive à se dire ça peut me faire économiser des sous, ça peut me faire enlever une anxiété, ou m'aider, ou me rendre la vie plus simple, je pense que ça vaut la peine de tenter le coup. Maintenant, effectivement, ne pas se ruer sur 500 appareils d'un coup, d'installer 14 caméras partout, etc., etc. Là, on rentre peut-être dans un peu d'extrémisme. Moi, ça fait maintenant, depuis le tout début de HomeKit que je fais de la domotique. Depuis que je suis enfant, j'allais visiter les salons de Batibo, donc c'est des salons propres à la construction, à la rénovation. Et moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la domotique déjà à l'époque. Donc, c'est quelque chose qui, depuis le plus jeune âge, m'intéresse. Et c'est peut-être pour ça que je suis assez extrême dans mon usage, parce que j'ai vraiment envie d'exploiter ça au maximum. Mais c'est pas obligatoire pour pouvoir rentrer dans l'univers de la maison connectée. Effectivement, tu soulignes les fameux thermostats programmables, qui sont pas connectés, mais programmables, qui sont parfois très compliqués à programmer.
C'est vrai que des fois, quand on en a un plus domotique, ben ça amène une simplicité. Puis on rejoint les économies d'énergie et les économies au niveau de l'écologie. Bon, si on veut en apprendre un peu plus, évidemment, on va nommer ta chaîne YouTube, on va les mettre dans les notes de l'émission. Sébastien, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as des bons sites, des bonnes références à partager en dehors de ta chaîne YouTube? Exemple, des bons produits, des bonnes crèmeries. Parce que moi, de mon expérience, même si c'est certifié HomeKit, ils sont pas tous égaux en termes de simplicité, des fois, les produits. Est-ce qu'il y a des produits qui sont plus chouchous de ton côté? Oui, effectivement, il y a des produits qui sont plus chouchous. Donc, pour tout ce qui est luminaire, moi, j'aime beaucoup Hue. Oui. J'ai des ampoules qui ont plus de 10 ans, qui sont des ampoules connectées qui continuent à fonctionner comme au premier jour. Mm-hmm. Donc, c'est vrai. C'est un investissement qui est pérenne dans le temps. Pour tout ce qui est capteur, etc., je travaille beaucoup avec Eve, qui effectivement est un peu cher. Donc c'est la marque domotique de Elgato en réalité, qui sont assez chers, mais qui sont de très bonne facture et qui ne m'ont jamais lâché ou ne se déconnectent pas. Enfin, ça marche vraiment très très bien. Pour les caméras, Logitech fait des Logicircle qui sont vraiment très très bien. Maintenant, en vrai, j'ai un peu l'impression que tous les produits chers sont mieux. Alors, je pense que c'est probablement lié à des choix de composants qui sont peut-être un petit peu plus pérennes, des développements qui sont peut-être un petit peu plus longs, avec plus de vérification, plus de debugging et de vraies réflexions autour de la manière dont marche l'électronique à l'intérieur. Maintenant, j'ai installé des prises Meros à 50 € à l'extérieur de chez moi pour allumer et éteindre une guirlande électrique. Donc voilà, ça reste des choses qui existent. Maintenant, de temps en temps, ça se déconnecte, c'est plus connecté, c'est pas très très grave. On parle juste d'une guirlande, une guirlande électrique à l'extérieur sur ma terrasse. C'est pas très très grave si ça marche pas. Par contre, ça m'ennuierait un petit peu plus de plus avoir de contrôle sur la lumière à l'intérieur de chez moi ou le thermostat ou la climatisation, quoi. Je pense que le bon truc que les auditeurs doivent retenir, c'est que si la marque est vendue dans l'App Store de Apple, sur l'application, vous pouvez acheter les iPhones, les iPads, hein, mais il y a une section domotique ou HomeKit, je ne me rappelle plus, là, c'est quand même un gage de qualité. J'abonde dans ton sens au niveau des ampoules Philips Hue. Vous savez, je vous énerve depuis maintenant 10 ans sur la température qu'il peut y avoir au Canada. Les Philips Hue, ils passent des moins 50 dehors chez moi. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter avec Philips Hue. Et puis, ça fait des années que je les ai dehors. Alors, effectivement, je vais appuyer ça. Si, toutefois, vous voudriez voir d'autres types d'appareils, il existe, et ça, je l'ai découvert dans le magazine VVMac, il existe une application qui est un catalogue, c'est totalement gratuit, c'est disponible sur iPad et sur iPhone. L'application, ça s'appelle Home Devices, et elle vous permet d'avoir le catalogue de tous les produits compatibles HomeKit. Alors, je vais les énumérer, mais rapidement. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Alors, on a des éléments au niveau de la qualité de l'air, des caméras, on en a parlé, des détecteurs de dioxyde de carbone, on a des senseurs de contact, des senseurs pour les fermetures des portes, des sonneries connectées, des ventilateurs connectés, des robinets connectés, des portes de garage, des thermostats, on en a parlé, des détecteurs d'humidité, des détecteurs de fuite d'eau, ça peut être très intéressant au niveau de la sécurité d'avoir ça, des cadenas connectés avec empreinte digitale même, on en a chez nous. Vous pouvez avoir des détecteurs de fumée, des haut-parleurs, bref, vous pouvez en avoir pour à peu près tout dans la maison pour connecter tout ça. C'était une belle introduction, Audrey. Pour finir le dossier, as-tu d'autres questions à notre spécialiste Sébastien avant de passer à la section pensée et inspiration de cette semaine? Mais écoute, non, je trouve que ça serait bien qu'on réinvite Sébastien pour parler de Matter, en effet, et peut-être d'autres aspects de cette technologie qu'on n'a pas abordés. C'est vrai l'épisode dure 1 heure, donc le temps passe très vite, surtout quand on échange sur des questions assez importantes comme ça, qui sont directement liées à nos vies. Donc je pense que Sébastien, ça sera un plaisir de te retrouver dans un
un autre épisode pour reparler à nouveau de HomeKit et de Matter. Avec un grand plaisir. Excellent. Il y a tellement à dire. Et puis, ce que j'ai aimé de ce dossier, cher comparse, c'est qu'on a plus adressé la vraie vie, les inquiétudes, ce qu'on doit... Et ça, je trouve que j'ai jamais entendu d'émission qui en parlait. Alors, j'espère que vous allez avoir aimé ce passage-là. C'est le petit grain de sel qu'on met grâce à Apple différemment qui fait toujours plaisir. Audrey, pensée et réflexion personnelle du mois, qu'as-tu à nous partager? Eh bien, écoutez, je vous emmène au Canada. Ha! Ça va te changer, Mathieu. Alors, j'ai regardé sur Netflix, puisque je comatais avec mon Covid. J'ai fait pas mal de rattrapage vidéo. Et j'ai regardé une mini-série de 3 épisodes qui s'appelle Bienvenue sur l'île des loups. Et c'est donc une série de 3 épisodes pour découvrir la faune de l'île de Vancouver au Canada. Et en fait, ces 3 épisodes, donc on a printemps, été, automne. C'est vraiment... Enfin, moi, j'adore les documentaires animaliers et nature. Et je me suis vraiment régalée à découvrir des loups qui savent nager. Et c'est spécifique à l'île de Vancouver. Donc, si vous aimez les animaux, les loutres tellement mignonnes, vous pouvez regarder Bienvenue sur l'île des loups sur Netflix. Voilà, c'est 3 fois 45 minutes et c'est que du bonheur. Et puis on parle de loups au Canada, c'est plusieurs espèces de loups qui sont protégés, qui ont été surchassés par des trappeurs. C'est très triste de voir ça. Il y a des plans de protection spécifiques maintenant pour ces loups. Alors, quand vous en voyez, tirez pas dessus. Ils vont pas vous manger. Vous êtes pas le petit chaperon rouge. Ça fera pas mal. Laissez-le tranquille. Quand vous venez au Canada, on les aime, nos loups, et ils sont en voie d'extinction. Alors, il faut faire attention à nos loups. Moi, je voulais vous parler d'une télésérie qu'on a complètement adoptée, Marlène puis moi. Ça s'appelle Thérapie Vérité. C'est une télésérie sur Apple TV+. Ça reprend les traceurs d'un psychologue qui essaye d'aider ses patients. Ça reprend aussi des acteurs qu'on a bien connus, comme Jason Segel, qui était dans la télésérie How I Met Your Mother, et Harrison Ford, qui m'a fallu du temps à apprivoiser dans son rôle de psychologue dans cette télésérie-là, mais il a très bien pris ce rôle. Alors, c'est dur de voir Han Solo vieillir, mais écoutez, il approche les 80 balais, Monsieur Ford. Mais super intéressant, cette télésérie-là, nous fait réfléchir sur la vie, la mort, l'amour, les amitiés, et puis les certaines introspections qu'on doit faire dans la vie. Je sais pas si tu l'as déjà écouté, ou Audrey, cette télésérie-là. Elle est dans ma liste et j'ai regardé hier soir. J'attends vendredi prochain qui est le dernier épisode pour commencer à regarder, parce que moi, un épisode par semaine, je peux pas. J'attends. Mais je l'ai dans ma liste, et nous, en France, on a gardé le nom Shrinking. On a gardé le nom anglais. Tu m'as dit que ça s'appelait comment par chez toi? Thérapie Thérapie Vérité. D'accord, ok. Thérapie Vérité. C'est curieux qu'en France, vous ayez les noms anglais, et qu'au Québec, avec juste 8 millions dans un écosystème de 400 millions d'anglophones, on a quand même... on va se battre pour la langue française si vous le faites pas. Sébastien, as-tu un petit élément à nous rapporter, ou as-tu vu la télésérie? Tiens, si tu veux rebondir là-dessus. Je n'ai pas vu celle-là. Moi, sur Apple TV+, je suis un grand fan de The All Mankind. Oui. Et, truc dystopique sur le voyage dans l'espace et la conquête spatiale, qui m'a beaucoup plu. J'ai terminé fin de la semaine dernière. Et je suis un peu comme Audrey, j'attends que les saisons se terminent avant de commencer, parce que j'ai besoin de plus qu'un épisode par semaine, effectivement. Ils sont énervants à mettre des épisodes une fois par mois, on dirait la télé traditionnelle, ou peut-être qu'ils veulent qu'on reste abonné plusieurs mois consécutifs. Je pense, oui. Ce serait surprenant. Ça serait surprenant. Étrange. Audrey, on est au moment des remerciements, parce que on va le rappeler, vous pouvez nous aider en mettant des commentaires, des 5 étoiles sur iTunes, vous pouvez nous aider en partageant le podcast, mais vous pouvez aussi concrètement nous aider en appuyant sur le gros bouton jaune qui est sur applediff.com pour faire des contributions, nous faire des donations, nous faire
plaisir et nous payer des éléments aussi triviaux que, on en a parlé la dernière fois, t'as acheté une doudoune, je pense, t'as acheté quelque chose pour te réchauffer. C'est ça, oui. C'était de saison, une doudoune, une veste pour passer l'hiver. En tout cas, merci pour vos dons et on tenait à remercier Jean-Philippe, Christian, Frédéric, Bernard, Yves, Clément, Yves, Laure, Julien, Mario, Benoît, Viviane, Anne-Kim, Alexandre, Isabelle et Claude. Merci beaucoup pour vos dons et d'avoir appuyé sur le bouton « Faire un don » sur applediff.com. Ça nous fait chaud au cœur. Et c'est le moins qu'on puisse dire, étant donné que tu as une doudoune. Et moi, j'avais acheté des bottes pour mon enfant. Alors, vous voyez qu'on n'est pas dans le rayon des Ferrari et des Maserati chez Apple Diff. On est dans le très concret. On essaie de se réchauffer. Où est-ce qu'on peut nous rejoindre pour continuer la discussion, par exemple? Sébastien, et merci d'avoir participé à l'émission. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, toi? Alors, on peut me rejoindre. Donc, j'invite les gens à venir découvrir ma chaîne YouTube qui s'appelle Sébastien Goffin. Et on peut interagir avec moi avec Instagram, @cbigbo, donc SEBICBO _, donc le tiré du bas, ou sur Twitter, @swebdesign. Merci à toi. On va te réinviter si tu acceptes pour continuer l'aventure. Avec grand plaisir. Ah, super, merci. Audrey, on peut te retrouver où maintenant que tu vas reprendre tes activités de création avec ton intensité habituelle, maintenant que tu as mis derrière toi la COVID? Ouais, enfin, ouais. Je suis joignable sur Twitter @AudreyCoulot ou Mastodon. Et sur, bien sûr, appleavec-audrey.fr si vous voulez suivre des formations pour mieux utiliser vos appareils Apple. Ne manquez pas les sites de Sébastien et le site de Audrey pour les formations. C'est un must que vous devez suivre. Est-ce que tu as une formation? J'ai pas vérifié avant de te poser la question. Alors, on va le faire en live. As-tu une formation sur HomeKit, Audrey? Non. Ça en prendrait une, je pense. Oui, il y a beaucoup de gens qui demandent une formation sur l'application en raccourci. Donc ça, c'est en réflexion. Ah oui. Il faut les envoyer sur ma chaîne YouTube. On va le faire. On va mettre le lien vers ta chaîne dans les notes de l'émission. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur profduweb.com. N'hésitez pas à interagir avec nous sur applediff.com. Appuyez sur le bouton jaune pour des contributions et on se retrouve dans 2 semaines. Allez, ciao, ciao tout le monde. Au revoir tout le monde. À bientôt. Hey.